quoi ressemblait la faune et la flore terrestre il y a des millions d'années? Quels sont les premiers habitants à avoir foulé le sol de notre planète? Qui ne s'est pas déjà posé cette question? Depuis le commencement de notre monde, on raconte de merveilleuses histoires sur la naissance de la vie. Dès l'apparition des premiers hommes, l'humanité voulait savoir, désirait apprendre, espérait comprendre. Il y a plusieurs milliers d'années, ces histoires tenaient plus du mythe et des légendes. Les croyances permettaient de combler le vide laissé par la connaissance qui nous manquait. Le savoir est un besoin pour l'homme depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, la recherche, la science et la technologie nous permettent d'appréhender notre environnement différemment. Mais la quête du savoir reste encore très ancrée en chacun de nous. Plus nous trouvons des éléments de réponse, plus de nouvelles questions semblent émerger. Rien n'a changé entre hier et aujourd'hui. Le désir de savoir et de comprendre est toujours aussi intense et profond. Pourquoi sommes-nous là? Comment sommes-nous arrivés sur Terre? Quels sont les premiers habitants de notre planète? À quoi ressemblait alors la vie sur Terre? Cette question existentielle est inhérente à l'humanité. Elle est le propre de l'homme. Cher voyageur, bien le bonjour. Que dirais-tu de remonter le fil du temps jusqu'au moment où la vie a éclos pour la toute première fois? Là où tout commence. L'apparition de la vie est un phénomène extraordinaire et peut-être même unique. Aucune planète, mis à part la nôtre, ne semble porter la vie. Mais sommes-nous vraiment seuls? Le mystère reste entier, encore aujourd'hui. Une chose est sûre, le cas de la Terre est rare, sinon isolé. Remonter le temps jusqu'aux prémices de la vie, découvrir les premiers êtres, parfois étranges, qui ont foulé le sol. Es-tu prêt à prendre part à un tel périple? Les conditions climatiques, la végétation et les animaux n'ont rien à voir avec ce que tu as pu connaître jusqu'ici. Les continents, les océans, les reliefs, les frontières, tout est différent. Tu n'auras aucun repère. Tu vas te glisser doucement dans un monde qui t'est totalement étranger. Surprise, admiration, joie, peur, tu passeras sans doute par tout un panel d'émotions au fil de tes découvertes. Notre voyage va nous emmener dans les confins du temps, des millions d'années en arrière. Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bonne odyssée! Tout a commencé il y a des milliards d'années. Il va nous falloir remonter le temps. Le monde qui nous attend est tellement différent, presque étranger. Je te propose de m'accompagner dans un voyage unique pour partir sur les traces des plantes et des animaux préhistoriques terrestres. Comme tu le sais sans doute, tout a commencé dans l'océan. Mais comment la vie est passée d'un univers aquatique à la possibilité d'un monde terrestre? Qui a peuplé la Terre avant nous? Et notre planète, à quoi ressemblait-elle il y a 50, 200 ou 500 millions d'années? Voici comment tout a commencé. Il y a environ 3,5 milliards d'années, la toute première forme de vie fit son apparition sur notre planète. Nous allons assister à cette naissance unique et singulière. La vie éclot pour la toute première fois sur notre planète. Ce n'est pas rien, d'autant plus sur une planète dont les conditions climatiques sont encore très hostiles. L'atmosphère ne contient pas ou peu d'oxygène, mais un certain nombre de gaz sont présents, comme l'hydrogène, le méthane, l'ammoniac et le dioxyde de carbone. L'eau est également présente sur Terre, un océan s'est formé. Mais la couche d'ozone est encore absente du décor terrien.
tu l'auras compris, nous sommes bien loin du monde que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourtant dans ces conditions que la toute première forme de vie va apparaître, une forme de vie unicellulaire, des êtres vivants constitués d'une seule cellule, comme les bactéries. Les scientifiques pensent que ces bactéries ont sans doute émergé près des sources hydrothermales souterraines. La température et les gaz qui s'échappent ont sans doute favorisé son développement. L'apparition des bactéries est encore un mystère à résoudre. Pourquoi ? Comment ? Nous le saurons peut-être un jour. En attendant, je te propose d'assister à la naissance de ce premier être vivant. Les conditions sont réunies pour que notre bactérie voie le jour. Que dirais-tu de lui donner un nom ? C'est la première vie terrestre et elle va déclencher un grand nombre d'événements. Elle mérite d'être baptisée, tu ne crois pas ? Que dirais-tu de Gaïa ? Dans la mythologie grecque, c'est le nom porté par la déesse à l'origine de la création du monde. Son nom signifie terre-mère. Si depuis, Gaïa est devenue une métaphore de la Terre, c'est également un terme utilisé pour évoquer une hypothèse avancée dans les années 70. Selon l'hypothèse Gaïa, notre planète et l'ensemble des êtres vivants de notre monde formeraient une sorte de super-organisme. Ce super-organisme complexe, dont chaque élément dépend des uns des autres, se régule et se modifie en fonction des besoins. Au vu de tout ce que cette petite bactérie 50 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu représente pour le futur de notre planète, c'est un nom qui semble parfaitement lui convenir, non ? Alors partons tout de suite à la rencontre de Gaïa. Gaïa, la petite bactérie que tu vois ici, apparaît dans le creux de l'océan. Une vie primaire dans son plus simple appareil. Microscopique, elle est grossie près de 1000 fois pour que ton œil puisse l'apercevoir. Elle n'a ni tête, ni yeux, ni pattes, ni poumons, ni même de cerveau. Pourtant, cette créature formée d'une seule cellule se développe, grandit et se multiplie. C'est le propre de la vie. Comment parvient-on à survivre et à se reproduire sans système digestif, ni système respiratoire ou système nerveux ? Aussi incroyable que cela puisse te paraître, la nature est bien faite et certaines formes de vie sont dotées de capacités tout à fait étonnantes. Il y a près de 3,5 milliards d'années, la vie éclot sur la Terre. Et lorsque cette minuscule forme de vie a fait son apparition, les conditions climatiques, géologiques et atmosphériques n'étaient pas celles que tu peux connaître aujourd'hui. Des milliards d'années en arrière, la température à la surface de la Terre est élevée. L'eau des océans connaissait une acidité forte et l'atmosphère, contrairement à aujourd'hui, était bien plus toxique avec une composition majoritairement d'azote, accompagnée de CO2 et de méthane et aucune trace d'oxygène. Pourtant, Gaïa, notre petite bactérie microscopique qui semble si fragile à première vue, fut suffisamment résistante pour lutter contre ces éléments et survivre dans ces milieux extrêmes. S'il n'y a rien à part elle, tu te demandes peut-être de quoi pouvait-elle bien se nourrir. La vie des bactéries dépend entièrement de la présence de sucre. Le sucre est en effet l'élément nutritif indispensable à la survie des bactéries. Gaïa trouve du sucre dans le milieu qui l'entoure. Comme tout être vivant, elle se nourrit, se développe et se multiplie. La vie semble paisible et rien ne vient entraver sa croissance. Pour le moment, en tout cas. La vie était alors exclusivement aquatique et le restera durant près de 3,4 milliards d'années. Gaïa et ses milliards de sœurs étaient quasiment les seuls à peupler l'océan et de manière générale notre planète elle-même. Il a fallu beaucoup de temps pour que la vie terrestre soit elle aussi possible.
Les premiers végétaux terrestres, caractérisés par les lichens et les mousses, apparaissent il y a environ 500 millions d'années seulement, et ce n'est que vers moins 400 millions d'années que l'on trouve des traces des premiers animaux évoluant sur la terre ferme. La première vie aquatique est née il y a près de 4 milliards d'années, tandis que la vie terrestre ne fut possible qu'il y a 400 millions d'années seulement. Le laps de temps qui s'est écoulé entre ces deux formes de vie est considérable. Les conditions n'étaient pas encore réunies pour que la magie de Mère Nature puisse opérer. L'évolution est complexe, fragile et demande du temps. Mais revenons à Gaïa et à notre histoire. Tant que le sucre était disponible à foison, les bactéries pullulaient dans l'océan. Mais un jour, cette source nutritive, vitale pour les bactéries microscopiques comme Gaïa, vint à manquer. La quantité de sucre s'amenuise un peu plus chaque jour et finit par s'épuiser au fil du temps. Pour rester en vie, il fallait pourtant absolument trouver du sucre. Si cette ressource venait à disparaître, les bactéries sombreraient avec lui. L'unique solution était qu'elles puissent en fabriquer par elles-mêmes. Et c'est là où l'évolution et le pouvoir d'adaptation du monde vivant entrent en jeu. Malgré la simplicité cellulaire de Gaïa, elle et ses sœurs microscopiques parviennent à réaliser cette prouesse, fabriquer leurs propres ressources nutritives. Attention cependant, si l'on peut considérer qu'elles sont en effet autonomes dans la création et la gestion de leur alimentation, elles n'y parviennent pas tout à fait seules. C'est sur notre étoile, le Soleil, pourtant situé à des millions de kilomètres de là, que tout repose. En effet, les bactéries utilisent le mécanisme de photosynthèse pour survivre. Ce processus nécessite l'énergie du Soleil. Le rôle de notre étoile est donc essentiel à la survie des bactéries. Rien n'aurait été possible sans sa présence. Les bactéries vivant dans les eaux peu profondes de l'océan sont exposées à la lumière du Soleil, mais aussi à un gaz présent dans l'air, le dioxyde de carbone. En absorbant ce gaz, et grâce à l'énergie du Soleil, elles parviennent à transformer le dioxyde de carbone en sucre dont elles se nourrissent. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire qu'elles peuvent produire des matières organiques à partir de matières inorganiques. L'énergie fournie par le Soleil est utilisée pour oxyder l'eau et réduire le gaz carbonique. Ce procédé permet de synthétiser une nouvelle substance, le glucide tant recherché par les bactéries. Maintenant qu'elles ont de quoi se nourrir, elles peuvent à nouveau prospérer, se multiplier et se développer. Après plusieurs centaines de millions d'années à peupler seuls la quasi-totalité de l'océan, ces êtres unicellulaires vont voir apparaître dans leur habitat naturel l'organisme pluricellulaire. Il fait une entrée magistrale dans le monde aquatique. Une des théories phares résultant de l'apparition des organismes pluricellulaires est la symbiose entre plusieurs êtres unicellulaires, évoluant et fusionnant au fil des millions d'années pour former un organisme bien distinct. De nouvelles espèces marines apparaissent alors, avec un corps mou et sans squelette, comme les algues, les méduses ou encore les éponges. Si leur corps laisse des traces dans les sédiments, ils ne se fossilisent pas. Difficile donc d'avoir une vision nette et précise de ce à quoi ils pouvaient ressembler. De nombreux scientifiques sont parvenus en étudiant ces traces à imaginer ce qui se rapprocherait le plus de la silhouette de ces animaux dans la réalité. La vie demeure confinée dans l'eau. Les molécules entrant dans la composition de la matière vivante sont photosensibles. Elles pourraient être détruites si elles étaient soumises à certains rayonnements, notamment les ultraviolets. Il y a 600 millions d'années,
l'ozone se forme et s'accumule naturellement dans la stratosphère. Cette molécule, composée de 3 atomes d'oxygène, O3, absorbe les rayons ultraviolets, protégeant ainsi les organismes vivants de leurs effets nocifs. À ce moment-là, un premier seuil de concentration formant la couche d'ozone est atteint, ayant pour répercussion une explosion de la diversité marine. Favorable au développement de la vie lorsqu'il se situe au-delà de 15 km d'altitude, l'ozone est particulièrement oxydant et dangereux s'il se trouve dans l'air qui nous entoure. Lorsque les premiers organismes capables de réaliser la photosynthèse sont apparus, ils ont envoyé du dioxygène dans l'atmosphère. Après plusieurs centaines de millions d'années, cet enrichissement a permis la formation d'une concentration d'ozone dans la haute atmosphère. Il y a 548 millions d'années environ, on retrouve les traces des tout premiers constructeurs de récifs, les Cloudina. C'est sans doute le premier animal avec une coquille calcaire. Il maîtrise ce que l'on appelle la biominéralisation, un processus de production de minéraux afin de concevoir son exosquelette. À cette époque, le monde du vivant était doté d'aptitudes plutôt extraordinaires afin de s'adapter à son environnement et survivre dans des conditions parfois difficiles. Au cours du Cambrien, de nombreux changements se sont produits dans l'océan. De nouvelles espèces apparaissent, comme le Metaspridgina valcotti, l'un des poissons les plus primitifs ayant bourlingué dans nos océans. Il serait apparu il y a 505 millions d'années environ. Il est également l'un des tout premiers vertébrés. On lui reconnaît les prémices des arcs branchiaux. Il se déplace un peu à la façon d'une truie. Mais il est bien loin de ressembler au poisson tel que l'on peut l'imaginer aujourd'hui. Il n'a pas véritablement de face, même si l'on perçoit 2 grands yeux et des sacs nasaux. L'une des espèces phares du Cambrien est le trilobite. C'est l'un des tout premiers animaux dont on peut différencier les parties du corps avec plus de facilité. C'est d'ailleurs de ces observations qu'il tient son nom. On distingue 3 lobes, des parties arrondies avec la tête, le thorax et la partie terminale. Il existe de nombreuses espèces de trilobites. Les plus petits mesurent 1 mm, tandis que les plus grands peuvent atteindre 70 cm de long. Cette effervescence de vie naissante dans l'océan crée une certaine émotion. Tout semble possible. Mais si sous l'eau, la vie et l'espoir semblent régner, sur Terre, tout est différent. Le spectacle est désolant. Il n'y a qu'un sol sec, poussiéreux et rocheux à perte de vue. Rien à l'horizon, mis à part cette solitude pesante. Comment la vie pourrait-elle naître dans ces paysages désertiques ? Les scientifiques soupçonnent la présence de cyanobactéries tout au plus. Aucune forme d'existence ne semble possible sur le continent en l'état actuel des choses. Il faut dire que les conditions climatiques et géologiques sur Terre sont bien plus rudes que dans l'océan. La couche d'ozone n'est pas suffisante pour permettre une protection efficace contre les rayons ultraviolets du Soleil. Toute forme de vie serait instantanément détruite. Il n'y a aucun couvert végétal. La surface des continents subit également l'érosion de plein fouet. Le continent semble lutter sans cesse. Les conditions à la surface sont extrêmes, hostiles et dangereuses. L'océan est quant à lui un vrai petit coin de paradis, où la vie grouille et se développe durant des centaines de millions d'années. De nouvelles espèces feront d'ailleurs leur apparition dans ce terrain de jeu de tous les possibles. Toutes plus surprenantes et incroyables les unes que les autres, elles constituent le premier écosystème de notre planète, l'écosystème marin. On retrouve par exemple l'Anomalocaris, le Canadaspis ou encore Yohia tenuis. Mais jusqu'ici,
personne n'a encore jamais foulé du pied, ou plutôt de la patte, le sol terrestre. Les arthropodes sont les premiers à fouler le sol terrestre. Un jour, cet animal plus téméraire que les autres a sorti pour la première fois sa tête de l'eau. Il a osé se risquer sur la berge. La curiosité, le manque de nourriture dans l'océan, un refuge contre les prédateurs ou le besoin d'élargir son environnement sur la terre ferme, tant de raisons qui ont poussé ces êtres vivants à coloniser les terres émergées. Ce qui est sûr, ces premières créatures ont déclenché l'effet papillon de la vie terrestre. Une question doit également te venir à l'esprit. Comment pouvait-elle survivre dans un milieu aussi hostile ? L'environnement terrestre paraissait si inamical et défavorable à toute vie. Il y a encore quelques minutes sur la Terre. Alors, que s'est-il passé pour que les conditions de vie changent sur le sol de notre planète ? C'est en effet l'élément clé qui nous manque pour mieux comprendre la vie terrestre. Il a fallu une condition, une seule, mais celle-ci est essentielle, nécessaire et vitale. Le développement de la vie animale sur Terre dépend entièrement du couvert végétal. L'apparition des plantes sur notre planète est donc la clé. La végétation constitue en effet le premier maillon de la chaîne alimentaire. Sans elle, c'est toute la chaîne qui s'effondre ou qui ne peut tout simplement pas éclore. Revenons un peu en arrière pour comprendre comment cela s'est produit. Tu aimerais sans doute déjà rencontrer le premier animal à avoir vécu sur la Terre, mais patience, rien n'est encore joué. Nous sommes à la fin du Cambrien et nous entrons dans l'Ordovicien. Nous nous situons il y a 485 millions d'années environ sur l'échelle du temps. Comme tu as pu le voir, l'océan grouille de vie. Les premiers récifs se forment, la vie pluricellulaire s'installe progressivement. Des espèces incroyables envahissent les eaux, mais sur Terre, tout est différent. Le sol est couvert de roches, à perte de vue. Regarde, tout semble désert. Il règne un silence à faire froid dans le dos. Rien ne semble pouvoir survivre dans un environnement aussi extrême et aussi hostile. Petit à petit, pourtant, les choses évoluent. Notre voyage nous emmène à l'époque de l'Ordovicien. C'est là que nous allons atterrir et poser nos valises le temps d'observer ce qui se passe dans les environs. Nous nous situons entre 485 et 443 millions d'années. Ici, le climat favorisant leur développement, quelques végétaux parviennent à s'accrocher et à survivre malgré les conditions difficiles, tant sur le plan climatique que géologique. Cette toute petite chose verte que tu vois napper le sol est une Mercantia polymorpha. Elle fait partie des plantes hépatiques, c'est-à-dire sans système vasculaire. D'autres types de plantes hépatiques, comme les sphègnes et les anthocérotes, vont parvenir à se faire une petite place sur le continent. À elles seules, elles vont former le premier couvert végétal. Si petit et infime soit-il, ce petit écrin de verdure, de mousse et de lichen est synonyme de vie à lui seul. L'expansion de ces végétaux a permis de déclencher tout un tas de processus déterminants pour la suite de notre histoire. Ils ont permis notamment d'appauvrir l'atmosphère en CO2. Mais pour le moment, rien n'est encore acquis. Trop peu d'éléments favorisent la naissance de la vie sur Terre. Un tel changement prend du temps. Poursuivons notre progression sur l'échelle géologique du temps et donnons-nous rendez-vous aux Siluriens. Nous voilà maintenant entre 443 et 419 millions d'années en arrière. À l'approche du Silurien, il y a environ 443 millions d'années donc, la végétation continue de se développer.
Les algues vertes bien sûr, mais aussi le lichen à la surface et le Cooksonia. Cette plante primitive est l'une des premières à être dotée d'un système vasculaire, c'est-à-dire qu'elle est constituée de vaisseaux permettant la circulation de l'eau et de la sève. C'est un changement énorme pour la végétation. Cette évolution va favoriser une diversification des plantes et un enrichissement du sol. Mais patience, n'allons pas trop vite. Revenons à notre Cooksonia. On la reconnaît aux petites boules qui se trouvent aux extrémités des tiges. Ces petites boules sont des sporanges. Ce sont des organes qui émettent des spores. En botanique, les spores désignent les cellules semences qui peuvent donner naissance à un nouvel individu. Voici pourquoi le Cooksonia tapisse cette parcelle de terre juste devant toi. Mais une autre évolution va avoir lieu. Un deuxième seuil d'oxygène et d'ozone est atteint, entraînant la sortie des eaux des premiers anthropodes terrestres qui s'installent petit à petit sur les continents. Cela est possible puisque les plantes qui les ont précédées leur offrent la nourriture nécessaire à leur développement. Les animaux, une fois hors de l'eau, doivent se déplacer pour trouver à manger et développent une stratégie de mobilité. Ils possèdent un système vasculaire interne et s'hydratent par la nourriture ou en buvant de l'eau. La reproduction demeure asservie au milieu aquatique. Cette végétation nouvelle va devenir l'habitat privilégié d'espèces d'un nouveau genre, les insectes. Voici notre second maillon de la chaîne. L'un des tout premiers animaux terrestres à respirer l'air de notre planète et à fouler le sol terrestre est un mille-pattes. Celui que tu vois ici, près du Cooksonia, est un Pneumodesmus. Cet herbivore n'est pas le seul à profiter de la présence de plantes dans la région. Il devrait peut-être se méfier de celui qui arrive maintenant. C'est un scorpion. Dans l'océan, le scorpion Erypterus est l'une des espèces emblématiques du Silurien. Il n'a pas de venin et s'attaque à de petites proies. Mais il avait des mensurations bien plus impressionnantes que celles que nous connaissons aujourd'hui. Il pouvait atteindre près de 1 mètre. Celui qui se déplace sous nos yeux, sur la terre ferme cette fois, est loin d'atteindre de telles proportions, puisqu'il mesure entre 6 et 9 cm environ. Ce Paléophonus a élu domicile sur les bords des cours d'eau et des lagunes. Mais notre scorpion n'est pas un animal terrestre à proprement parler. En s'approchant d'un peu plus près, on peut percevoir ses branchies. Ce petit animal est équipé pour la vie aquatique. Cependant, il lui arrive de temps à autre de s'aventurer sur les berges si un repas potentiel l'y attend. Si le petit nombre de ces créatures et la rareté de ces plantes semblent les rendre insignifiantes au regard de l'immensité de la Terre et de l'espace qu'elles pourraient occuper, elles permettent pourtant de modifier la facette du monde. Elles sont le déclencheur d'une nouvelle ère. Le Dévonien se situe entre -419 et -358 millions d'années. C'est le temps des premières forêts. Oui, tu as bien entendu, des premières forêts. Mais comment peut-on passer du lichen à tout un bois ? Le couvert végétal s'est formé petit à petit, bien sûr. Le Dévonien représente des millions d'années. Chaque jour qui passe est une nouvelle promesse pour la vie terrestre. Mais les changements les plus marquants ont eu lieu ici et maintenant. C'est là que tout a commencé. Durant cette période, en particulier au Dévonien supérieur, notre planète connaît une explosion de vie végétale et animale. Si le Cambrien a laissé une empreinte indélébile dans l'océan, le Dévonien est sans aucun doute celui qui favorisera l'enrichissement et le développement du sol terrestre. Après notre petite escapade dans le Silurien, rendons-nous une petite poignée de millions d'années plus tard, au tout début du Dévonien, pour mieux comprendre ces changements, ces évolutions et finalement
l'éclosion de la vie sur Terre. Ici, la température au sol oscille aux alentours des 28 degrés Celsius. Le taux d'oxygène, quant à lui, est proche de 15%. L'air est humide et un léger vent peut se faire ressentir. Tu sens cette petite brise sur ta peau ? C'est ici, dans ces conditions, que les premières forêts vont naître. Il faut imaginer que la surface de la Terre a quelque peu changé depuis sa création. Des chaînes de montagnes ont émergé, comme la chaîne des Appalaches, et des fleuves ont fait leur lit. Le panorama est extraordinaire, mais la vie en est encore au tout début de son œuvre. Pour le moment, comme tu peux le constater, on est encore sur un couvert végétal de petite taille. Nous sommes bien loin du spectacle offert par nos forêts actuelles. Aujourd'hui, les forêts sont constituées de plusieurs étages avec la présence de l'humus, de la litière, des petites plantes, arbustes et buissons, et enfin de grands arbres dont la cime atteint plusieurs mètres de haut. Ici, le point le plus élevé culmine à 50 cm environ. Durant la première moitié du Dévonien, la flore se limitait à la strate herbacée, avec des plantes basses situées généralement près des cours d'eau, comme le rhynia ou l'astéroxylon. C'est l'astéroxylon qui est le plus grand spécimen des deux. Elle est couverte de petites feuilles en forme d'écailles sans nervures. Cette espèce végétale aime les sols secs et riches en matières organiques. Elle est l'une des premières plantes à constituer la formation de litières et ainsi enrichir les sols de matières organiques. La majorité des autres espèces mesurent environ 10 cm maximum. Puis, une végétation plus variée a permis d'enrichir les sols qui ont eux-mêmes permis la croissance de nouvelles plantes. C'est un cercle vertueux qui s'installe. 30 millions d'années. 30 millions d'années ont été nécessaires pour que la végétation évolue plus nettement. Le phénomène le plus marquant de cette période est l'apparition de la strate arbustive et arborescente. Nous allons opérer un nouveau bond dans le temps pour nous rendre compte de ces transformations. Nous voici maintenant 30 millions d'années plus tard, à l'aube d'une forêt primitive naissante. Elle présente maintenant quelques similitudes avec nos forêts actuelles. Parviens-tu à déterminer lesquelles ? En effet, celle-ci fonctionne à travers un écosystème à étages, avec des strates. Il y a la strate herbacée, que nous connaissons déjà au ras du sol, mais aussi la strate arbustive, et enfin, la plus haute, la strate arborescente. Tu vois, de grands arbres tels que ceux qui s'élèvent sous nos yeux 30 millions d'années en arrière, ils n'existaient pas. On distingue 4 grands groupes de végétaux arborescents au Dévonien. Les lycophytes, environ 3 mètres. Les cladoxylales, environ 8 mètres. Les aneurophytales, environ 1 mètre. Et enfin, les archaptéridales, jusqu'à 25 mètres. Commençons par explorer la première couche de végétation, celle qui se trouve devant nous, juste sous nos pieds. Si elle est moins haute, elle n'est pas pour autant plus facile à traverser. Les racines et les tiges s'entremêlent et deviennent un véritable méli-mélo végétal. Au bord de l'eau, on peut voir des rhynias. Ils font partie des premiers végétaux terrestres. Au bout de leurs tiges à ramifications, il y a des petites olives jaunâtres. Ce ne sont pas les fruits des plantes, mais des sporanges. Attention, en traversant ce chassé-croisé de plantes basses, on s'y accroche facilement. Leurs tiges et leurs écorces sont comme des velcro. Les plantes à spores comme le cooksonia ressemblent beaucoup aux rhynias que tu as eu l'occasion d'observer un peu plus tôt. Elles sont apparues un peu plus tôt durant le Silurien et poursuivent leur évolution. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elles puissent prospérer. Sous elles, ce sont des lycopodes leclerciens,
des plantes mousses en quelque sorte, qui tapissent le sol. Quittons maintenant cette première strate pour aborder le second étage de la forêt, avec les arbustes. À côté de toi, ce sont des buissons rélinia. C'est l'un des premiers phénomènes extraordinaires de cette ère si particulière. Aucun buisson, aucun arbuste n'avait jusqu'alors plongé ses racines dans les entrailles de la terre. Un peu plus loin, en avançant jusqu'aux abords de la terre, tu peux apercevoir des Tetraxylopteris. Tout au long du tronc, ce sont des branches avec des tiges de toute taille qui s'entremêlent. Il n'a pas véritablement de feuilles, telles que nous pouvons l'imaginer au regard des connaissances que nous avons sur nos forêts actuelles, mais plutôt des tiges ramifiées et aplaties. Si de loin la végétation peut ressembler à la nôtre, de près on ne s'y trompe pas. De nombreux points les différencient. Ils sont loin d'être aussi hauts que dans nos forêts d'une part, et ils arborent rarement des feuilles avec de nombreuses nervures comme nous avons l'habitude d'en voir. Certains arbres ressemblent à des saules-pleureurs primitifs, d'autres aux prémices d'un cactus, fin et long. On se rend compte à quel point ces 30 millions d'années ont permis de diversifier et d'enrichir la végétation terrestre. Rien ne sera plus jamais pareil désormais. La richesse du sol favorise une végétation luxuriante et variée. Tout cela constitue un nouvel écosystème, un écosystème terrestre cette fois. Nous pouvons apercevoir ici l'un des géants de cette époque, le Spermatoptéris. Il mesure environ 8 mètres de haut. Rappelle-toi qu'il y a quelques milliers d'années, la végétation ne dépassait pas les 50 cm. 8 mètres de haut. Le changement est radical. C'est un spécimen qui occupe la strate arborescente. Parviens-tu à reconnaître le Spermatoptéris d'ici ? C'est celui que tu peux voir avec un tronc gris-marron au loin. Il ressemble à un palmier. Le tronc est long, droit et fin. Au sommet, plusieurs branches forment une boule. Lorsque l'une d'elles fane, elle cède, puis forme le tronc. Si tu progresses un peu plus profondément dans la forêt, tu pourras alors rencontrer le plus grand de tous. C'est un Archéoptéris. Il mesure près de 25 mètres de haut. Il pourrait s'apparenter à nos sapins actuels pour sa forme, puisque les branches ne débutent que sur la partie supérieure, laissant le reste du tronc nu et que la partie feuillue forme un triangle. L'une des grandes particularités de cet arbre, outre sa taille, tient dans ses feuilles. Elles ressemblent à nos fougères dans leur configuration et elles peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Il a également un système racinaire bien développé qui a pu contribuer à la formation de sols profonds. Sous ce mastodonte, tu peux voir une petite plante. Est-ce un joli spécimen de fougère ? Eh bien non. Pas encore. C'est un tout jeune Archéoptéris. La fougère est une plante que l'on retrouve également au XXIe siècle et qui pourtant existait déjà il y a des millions d'années. Tu pourras en voir bientôt. Un peu de patience, si la fougère apparaît au Dévonien, comme l'Osmundacée ou l'Hymenophyllacea, elle se développe plus largement au Carbonifère. Si les plantes pouvaient transmettre leurs connaissances de génération en génération, elles auraient des récits incroyables à nous conter et un savoir incommensurable à nous offrir. Mais nous n'avons pas le temps pour la poésie. Nous devons poursuivre notre étude de la forêt primitive. Un peu plus loin, tu peux voir des prêles. Ces plantes font partie du genre Sphénophytes. Un autre genre se développe largement, celui des lycophytes, qui comporte les lycopodes et les sélaginelles. Le Dévonien est une époque vraiment très enrichissante sur le plan de la végétation. Cette dernière se diversifie et devient de plus en plus abondante.
Elle apporte également de nouveaux éléments qui vont s'intégrer à un nouvel écosystème. Les feuilles, les racines, l'arborescence, bois et libère apparaissent. Tous ces nouveaux éléments peuvent devenir un habitat ou une source nutritive nouvelle pour les espèces à venir. Si la biomasse végétale est encore assez minime et fragile, ce couvert végétal déjà bien fourni et de plus en plus épais permet à quelques insectes de voir le jour et de s'établir sur le sol terrestre. Pour les voir, il va falloir s'armer de patience et surtout aiguiser son sens de l'observation. Certains d'entre eux sont plutôt de nature timide et farouche, tandis que d'autres se fondent parfaitement dans le décor. L'un des plus anciens collemboles connus est celui-ci, le Rhignella précursor. Il ne mesure que 1 à 2 mm. Il est donc très difficile à observer à l'œil nu. Malgré sa petite taille, il a toute sa place dans cette nature nouvelle et joue un rôle essentiel. Il fait partie des charognards. Il se nourrit de matière en décomposition et permet ainsi de nettoyer la nature. Le cycle de la vie s'installe doucement dans ce paysage incroyable dont la terre s'habille. Voici un autre insecte qui a longuement vécu au Dévonien. Mais, à son sujet, de grandes interrogations règnent encore dans l'esprit des scientifiques. Je te propose donc ici les deux versions plausibles du fameux Rhignognatha. Nous l'avons longtemps considéré comme faisant partie du groupe des insectes volants. Ses pièces buccales faisaient en effet penser à celles d'un éphémère, un insecte aquatique ailé. Voici à quoi notre Rhignognatha ressemblerait si ses premières investigations se révélaient exactes. Certains détails laissent plutôt penser à un animal de l'ordre des myriapodes, donc des mille-pattes, et en particulier du mille-pattes scutigéromorphe. Il ressemblerait alors plutôt à ceci. Remonter aussi loin dans le temps n'est pas une chose facile. Nous avons bien plus de connaissances aujourd'hui qu'il y a quelques centaines d'années, et la technologie apporte de nombreuses réponses. Malgré tout, des périodes aussi lointaines recèlent encore bien des mystères, dont la morphologie de notre mille-pattes fait partie. En revanche, nous en savons un peu plus sur l'insecte suivant, le Leverulmia. Il ne mesurait pas plus de 10 cm et était reconnaissable grâce à ses 5 paires de pattes ambulantes. Si tu t'approches un peu plus, tu verras alors que celles-ci sont couvertes de poils ou de soie. Le régime de cet insecte est assez varié. Il se nourrit de spores, de fragments de végétaux macérés ou encore de champignons. Il serait donc un insecte détritivore. La litière végétale est l'environnement qu'il privilégie pour trouver ce dont il a besoin pour survivre. C'est notamment grâce à ce type d'insecte que la formation et l'enrichissement de l'humus sont possibles. Si la végétation et le développement des insectes constituent un nouvel écosystème sur notre planète, le Dévonien incarne bien d'autres nouveautés, notamment la naissance d'un animal d'un nouveau genre, l'Ichthyostega, est très particulier. C'est un tétrapode avec des caractères de poisson. Il semble être le chaînon manquant qui permet de comprendre un des éléments fondamentaux de l'évolution et de l'arrivée de certains animaux sur le sol terrestre. S'il n'est sans doute pas à lui seul l'élément clé qui permettrait de résoudre pleinement le mystère, il constitue un groupe charnière, celui des vertébrés qui tentèrent de passer d'un milieu aquatique à un milieu terrestre. L'Ichthyostega est une espèce du groupe des stégocéphales. Il a une mobilité singulière puisqu'il est reconnu pour ses membres primitifs, comme tu peux t'en rendre compte en observant ce spécimen qui comporte 3 débuts d'articulation qui pourraient s'apparenter à la hanche, le genou et la cheville. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il préserve également des caractéristiques de poisson.
on note la présence de nageoires caudales, mais aussi des écailles sur la queue et la face ventrale. À l'âge adulte, il développe des branchies internes. Il semble vivre principalement comme un poisson, mais il peut également passer un peu de temps sur la terre ferme. D'autres, comme lui, semblent être le parfait croisement entre le poisson et un animal terrestre de type reptile ou crocodilien. Regarde cette Tiktaalik. C'est un poisson qui a des airs d'alligator, tu ne trouves pas? Si le tronc et la queue semblent laisser penser à un poisson, la ligne de la tête s'apparente largement à celle de l'alligator. On voit nettement les nageoires sur les flancs, mais elles présentent une sorte de croisement entre de véritables nageoires et des pattes. Son squelette osseux articulé et ses fameuses pattes lui permettent de se déplacer sur de courtes distances dans les lagunes. L'Elpisostège arbore quelques similitudes avec le Tiktaalik. Les écailles, la tête courte, le tronc allongé et mince, la partie caudale ainsi que la nageoire anale sont également présentes chez lui. Le Panderectis, quant à lui, s'il semble avoir quelques caractéristiques communes avec les tétrapodes, ressemble bien plus à un poisson préhistorique. Il fait partie de ces groupes avec une forme anatomiquement transitionnelle des tétrapodes. Celui-ci mesure environ 90 cm, mais les plus grands peuvent atteindre 130 cm environ. Sous ses airs de poisson-chat, il préserve un squelette interne avec des nageoires pectorales et pelviennes. Il arbore également des membres chiridiens, c'est-à-dire qu'il est constitué d'appendices locomoteurs articulés qui lui permettent de nager, mais aussi de marcher. C'est sur cette rencontre improbable que nous allons clôturer le chapitre du Dévonien. Une calotte glaciaire apparaît à la fin de cette période au pôle sud. D'autres changements s'annoncent. Il est temps de poursuivre notre voyage et reprendre la route pour atterrir au Carbonifère. Tu as senti l'air se rafraîchir avant notre départ ? La température du globe a beaucoup diminué, du fait des baisses des niveaux de CO2 dans l'atmosphère par les végétaux. Il fait en moyenne 15 degrés Celsius. Une température bien plus basse que celle que nous avons connue jusqu'avant. Le couvert végétal, lui, s'est étendu. Le taux d'oxygène est passé de 15 à 25%. L'atmosphère se modifie. Le climat évolue. D'autres changements se sont produits également à la surface de la Terre. Vue du ciel, elle n'a plus l'apparence d'un rocher désertique. On perçoit nettement la nouvelle végétation qui progresse. L'un des éléments marquants de cette période, c'est la mutation de ce couvert végétal. Jusqu'ici, on retrouvait plus ou moins les mêmes spécimens un peu partout. Mais petit à petit, à partir de moins 358 millions d'années, au début du Carbonifère, la variation de température entre les pôles et l'équateur a favorisé la croissance de forêts bien distinctes en fonction des continents et des régions. C'est ce que l'on appelle la zonation climatique. Celle-ci entraîne des démarcations sur la végétation et par conséquent sur la population animale qui y vit. Des forêts houillères se développent au niveau de l'équateur. Ce sont pour ainsi dire les prémices de la forêt tropicale. Cela te dit d'en découvrir davantage sur cette zone particulière? Alors, en route! Nous y voilà, la forêt houillère. Au milieu du Carbonifère, il y a 320 millions d'années environ, des forêts se sont développées dans les zones marécageuses de la région. C'est de cette végétation qu'est né au fil du temps le charbon, que l'on appelle également houille, d'où son nom de forêt houillère. Regarde comme la végétation paraît plus dense et abondante qu'il y a quelques millions d'années. Ici, on retrouve le lépidodendron. C'est un arbre des marécages. Le tronc est assez large, haut et l'écorce est très épaisse.
il pouvait sans doute atteindre près de 30 mètres de haut et 2 mètres de diamètre. Au sommet, on retrouve ce qui semble se rapprocher d'un feuillage d'épines de pin. Sous la terre, ce ne sont pas encore des racines proprement dites qui permettent à l'arbre de se nourrir et de produire l'énergie nécessaire à son développement, mais plutôt des tiges. Certains spécimens, comme celui que nous avons la chance d'avoir sous nos yeux à cet instant, avaient dans leurs branches des cônes, un peu comme la pomme de pin, porteurs des spores permettant aux espèces semblables aux lépidodendrons de se reproduire. Ces cônes donneront leur nom aux conifères. Les premiers du genre se sont amarrés à la terre durant le Carbonifère et certains d'entre eux sont parvenus à atteindre l'ère secondaire, le Mésozoïque. Ensuite, d'importants changements climatiques ont eu raison de bon nombre d'entre eux, mais ils ont tenu bon et sont encore là, aujourd'hui, à peupler nos forêts. Un peu plus loin, sur ta droite, voici un autre arbre qui apprécie ce type de sol marécageux. Le Sigillaria pouvait lui aussi atteindre les 30 mètres de haut. Mais son tronc, même s'il est élevé, est plus fragile. Selon le spécimen, le tronc est unique ou fourchu. Il n'était pas formé de bois proprement dit, mais plutôt d'une couche de base de feuilles serrées qui, au fil de la croissance de la plante, se transforme en tronc. Sous ce qui s'apparente à un tronc se cache donc une base de feuilles, puis au centre la moelle de l'arbre, qui est quant à elle plutôt fibreuse. Les feuilles sont longues et fines. Elles ressemblent à de l'herbe regroupée autour d'une tige. Cette calamite est un peu plus haute. En effet, cette prêle arborescente pouvait atteindre entre 30 et 50 mètres de hauteur. Comme tu peux le voir, le tronc paraît segmenté, un peu comme le sont les bambous. On retrouve ici encore des feuilles en forme d'aiguille et des sortes de cônes. Les feuilles, les branches et les cônes semblent naître à partir d'un même nœud. C'est ce que l'on appelle en botanique un verticille. Il y a également le cordaïte que tu dois absolument observer de plus près. Il y a plusieurs spécimens un peu plus loin. Approchons-nous. Tu vois, le tronc de cet arbre se termine par un bouquet de feuilles. Jusqu'ici, rien de radicalement différent des premiers arbres que nous avons observés. Mais regarde d'un peu plus près les feuilles. Touche-les. Ne remarques-tu rien? On dirait du cuir. De longs rubans de cuir de 25 cm jusqu'à 1 mètre de long et près de 15 cm de large. Ces feuilles sont fixées directement à la tige. Il y a une autre plante dont je t'ai parlé précédemment que j'aimerais te faire découvrir maintenant. Elle se trouve justement dans les environs. Voici la fougère. Il en existe de nombreuses sortes dans cette contrée marécageuse. Il y a notamment la fougère à graines qui porte les graines à l'aide de son feuillage. En voici une autre un peu particulière. On pourrait la qualifier de fougère géante. Si au niveau des feuilles, la ressemblance est assez frappante avec les fougères que nous pouvons voir dans différentes régions du monde, la plante est plus haute et souvent caractérisée par un petit arbuste. Elle fait en effet partie des fougères arborescentes. C'est une Psaronius. Voici une autre espèce de fougère, la Sphenopteris. La fronde de celle-ci peut atteindre 50 cm environ. Elle paraît fragile comme cela, mais elle va pourtant perdurer du Dévonien supérieur jusqu'au Crétacé. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Cette jolie fougère va nous servir de transition pour découvrir la seconde forêt qui nous attend. Nous y trouverons des fougères, bien sûr, mais aussi d'autres arbres caractéristiques de cette zone éloignée de l'équateur. Nous allons faire un bond de plusieurs centaines de kilomètres. Tu es prêt? Ici, dans ce que l'on peut qualifier de zone tempérée, nous trouverons un autre type d'arbre dont fait partie le Glossoptéris. En voici plusieurs. Sur celui qui se trouve devant nous,
tu peux déjà voir que les feuilles sont différentes de celles que nous avons pu observer jusqu'alors. Si comme moi, tu étais un grand fan de Petit Pied le dinosaure, ces feuilles doivent sans doute te faire penser aux fameuses étoiles d'arbre que les longs coups savourent avec gourmandise dans cette série animée. Mais au-delà de la petite note nostalgique de notre enfance dont cet arbre est synonyme, il peut aussi être bavard et nous raconter son passé. Approche-toi de celui dont le tronc s'est fendu il y a sûrement quelques années déjà. Comme tu peux le voir, le bois du tronc et des branches présente des cernes. Ces cernes indiquent qu'il a vécu sous un climat avec des saisons tranchées, un peu comme ce que nous connaissons aujourd'hui dans les régions tempérées. Autre particularité, il semble que cette espèce avait des feuilles caduques. Le cycle des saisons semble donc jouer un rôle important dans cette région du monde. Maintenant que tu en sais plus sur la forêt et les différents arbres qui la constituent, il est temps pour toi d'aller à la rencontre de ses habitants. J'espère que tu as de bonnes chaussures. Dans cette partie du monde, au temps du Carbonifère, tu vas pouvoir te rendre compte par toi-même combien la faune et la flore sont étroitement liées. Tu as déjà pu voir à quel point le couvert végétal a évolué jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Sache que tu seras tout aussi surpris de la diversification de la faune. Il y a quelques millions d'années encore, il n'y avait presque pas âme qui vive sur Terre. Les différents étages de la forêt présentent un humus et une litière caractéristiques ainsi que des plantes herbacées, des plantes arbusives et des plantes arborescentes de plus en plus variées. Tout cela favorise le cycle de la vie, développe une chaîne alimentaire et un écosystème de plus en plus riche. Tu peux voir des petits insectes ailés, des mille-pattes, des araignées, des scorpions, des amphibiens et même des reptiles. C'est parti, commençons par te surprendre. Oui, je peux t'assurer que ce premier spécimen devrait te faire réagir. Tu vois cet animal volant survoler la berge près de la rivière ? Ce n'est pas un oiseau. Non, loin de là. Ils apparaîtront que bien plus tard. Alors, qui est-ce ? C'est Méganera, une libellule géante. Oui, tu as bien entendu, une libellule. Avec ses 70 cm d'envergure, tu avoueras qu'elle a de quoi surprendre. D'autres spécimens du genre sont de taille bien plus raisonnable, comme la Stenodictia que tu peux voir juste là, avec ses 9 cm de long. Quittons du regard le milieu aquatique pour fixer notre attention sur le sol. Au Carbonifère, tout semble parfois démesuré. Si tu as été surpris par notre jolie libellule tout à l'heure, je crois que ce mille-pattes devrait également provoquer chez toi de la stupeur. Et oui, cet acantherpeste est bel et bien un mille-pattes, malgré ses 50 cm de long. Mais ce n'est rien à côté de celui que j'aimerais te faire découvrir d'ici quelques instants. Pour cela, nous devons nous enfoncer un petit peu plus loin dans la forêt houillère. Es-tu joueur ? Que dirais-tu de lancer les paris ? Combien mesure l'Arthopleura ? Pour le savoir, regarde les mouvements sous cette fougère. Ils annoncent son arrivée. 1,5 m de long. Il y aurait beaucoup moins de monde durant la saison de cueillette de champignons dans les sous-bois. Jusqu'ici, nous n'avons encore jamais croisé le chemin d'un amphibien. Tu ne dois pas manquer cela. Rapprochons-nous à nouveau de l'eau pour tenter notre chance. On peut ici apercevoir ce que l'on pourrait appeler des protritons, c'est-à-dire que ce sont des amphibiens qui respiraient par des branchies et qui représentent sans doute la larve ou le tétard de certains batraciens primitifs. Mais ce sont les adultes que j'aimerais trouver à présent. Tiens, regarde, voici un bel actinodon adulte. Il doit mesurer un peu moins de 1 mètre. Les yeux et les narines sont petits et peu marqués. On le reconnaît à sa tête triangulaire qui s'apparente un peu à celle des crocodiles actuels.
Il n'y a d'ailleurs pas qu'en cela qu'il lui ressemble, puisqu'il est doté de dents pointues, ce qui fait de lui un carnivore. Nous allons quitter le Carbonifère sur l'image de cet actinodon et progresser un peu plus sur l'échelle du temps. La magie a opéré et tu as, je l'espère, apprécié ton passage à travers le Carbonifère. Mais notre voyage se poursuit. Il est déjà temps de partir. D'autres découvertes t'attendent. Nous voici arrivés au Permien. Cette période est littéralement une période de début et une période de fin. Tu verras que si elle permet l'éclosion de nouvelles espèces, bien d'autres vont disparaître. Le Permien est aussi caractérisé par une zonation plus franche de notre planète. Il y a des précipitations parfois importantes autour des chaînes de montagnes, tandis que sur d'autres parties de la masse continentale, le taux de pluviométrie est faible. On retrouve des régions chaudes et sèches avec de la végétation de type savane et des déserts, mais au pôle sud, la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. On reconnaît la végétation du Carbonifère avec la présence des lépidodendrons et des sigillaires. Mais, petit à petit, une démarcation plus nette entre le nord et le sud se dessine. On retrouve essentiellement les conifères au nord, comme le Wallacea et les Glossopteridales au sud. Au fil du temps, le Permien est également le témoin de l'évolution des plantes et du couvert végétal terrestre. Les plantes préhistoriques, telles que les lycopodes, laissent progressivement place aux glossoptérides. Les plantes à graines, les fougères, les conifères et les cycas colonisent le continent et intègrent une nouvelle chaîne alimentaire essentielle pour les nombreux nouveaux reptiles à venir. Autre phénomène du Permien, les synapsides. S'ils sont apparus à la fin du Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, c'est bel et bien durant le Permien qu'ils vont dominer la Terre. On connaît très peu de choses encore aujourd'hui sur leurs ancêtres et les stades primitifs des synapsides. Ils semblent avoir débarqué de nulle part. Ce que nous savons, c'est qu'il existe 3 grands groupes au Carbonifère, l'Ophiacodontidés et le Sphénacocontidés, qui forment tous deux les branches carnivores des synapsides, et l'Édaphosauridés, qui est quant à lui un groupe végétarien. Jusqu'ici, le régime carnivore dominait. Ils sont les premiers vertébrés à suivre un autre régime alimentaire. Ces 3 groupes sont rattachés aux pélycosaures, groupe qui semble définir leur ancêtre commun. Au Permien, un 4e groupe apparaît, c'est celui des Casséidés. Eux aussi sont végétariens. Es-tu prêt à rencontrer ces animaux? Alors suis-moi. Le synapside qui se trouve juste devant toi est un gorgonopsien Licanops. Un crâne long, des canines et de longues incisives, tu ne peux pas le manquer. Vu sa dentition, il ne fait pas partie des végétariens. Ses dents étaient des armes redoutables et tranchantes pour venir à bout de ses victimes. La morsure était vraiment très puissante. Il n'est peut-être pas rapide, mais il est plutôt malin et stratège. Il utilise les morsures comme force de frappe. Après avoir blessé sa victime, il se tient caché en arrière. Il est en embuscade, prêt à revenir à la charge si besoin, puis à retourner in extremis se cacher. Le but de cette manœuvre, que sa victime s'épuise et succombe de ses blessures sans prendre trop de risques pour sa propre vie. Lorsque le cœur s'arrêtera de battre, il n'a plus qu'à déguster son repas. Dans le même groupe, il y a également le gorgonopsien Rubidgené. Il était assurément le plus robuste de la famille, vu son physique, mais il détenait également la palme de la morsure la plus puissante et impressionnante. Question d'équité,
Pour redresser la barre et maintenir l'équilibre, partons maintenant à la rencontre d'un ambassadeur de la famille des herbivores. Tu le reconnaîtras facilement. En plus d'arborer une allure de reptile, c'est l'un des seuls de la région à brouter des fougères et autres plantes basses à sa portée. Le régime végétarien n'était pas très courant à l'époque. Tiens, le voilà. Voici notre dinocéphale Keratocephalus tant attendu. Son nom signifie tête cornue. Il mesure entre 2 et 3 mètres de long et son crâne est plutôt imposant. Il pèse, selon le spécimen et l'espèce, entre 700 et 1000 kilos. Le dicynodonte est un autre animal emblématique du Permien. Vertébré et herbivore lui aussi, il a un physique pour le moins particulier. Ses attraits évoquent à la fois un rongeur et une tortue, mais il arbore des défenses et des becs. L'une des espèces de la famille des dicynodontes est le Lissovitia. Il est loin de jouer dans la catégorie poids-plume, puisqu'il avoisine les 4,5 mètres de long et près de 2,5 mètres de hauteur. C'est le plus grand dicynodonte. Juste devant toi, ce sont 9 tonnes qui se déplacent. Oh, regarde, à une dizaine de mètres de lui se trouve un Diplocolus. Cet amphibien vit près des cours d'eau et des ruisseaux de montagne. Son nom signifie double coiffe. Il le doit à son crâne en forme de boomerang. Pour le reste, il ressemble un peu à une salamandre malgré son mètre de long. Sa queue l'aide dans ses déplacements, un peu comme un balancier. Un autre amphibien primitif impressionne par sa taille, c'est l'Eryops. Le corps mesure 2 mètres en moyenne, mais les spécimens atteignant près de 3 mètres ne sont pas rares. Malgré ce corps extrêmement long, sa tête paraît démesurée. Elle est grosse, large et plate. La bouche est énorme et tout comme les grenouilles, les dents sont recourbées. Il a 3 paires de crocs qui attendent 2 pieds fermes leur prochaine victime. Au vu de la taille de certaines libellules, la taille de sa bouche se devait d'être au moins proportionnelle. Mais il est loin d'être le seul prédateur de la région. Voici le Dimétrodon. C'est un genre de reptile plutôt massif qui a des pattes courtes et puissantes, une longue queue et une redoutable mâchoire. Il est équipé de 2 types de dents. Lorsque les premières saisissent et accrochent, les autres cisaillent et déchiquettent. Il vaut mieux éviter d'y mettre les doigts. Autre particularité, son voile dorsal. Il lui permet de supporter les grandes variations de température et de climat. Grâce à ce voile, il peut réguler la température en stockant ou évacuant la chaleur accumulée. S'il y a beaucoup de carnivores, les herbivores sont également présents. L'un d'entre eux est le Paraiosaure. Il fait partie des plus grands reptiles du Permien. Son corps est protégé par un véritable blindage. Il est couvert d'écailles. J'espère que nous aurons la chance d'en apercevoir un. Le terme Paraiosaure signifie lézard à joues. Ces parareptiles sont des herbivores et ils mangent une quantité astronomique de nourriture par jour. Approchons-nous de leur mets favori. Nous aurons sans doute un peu plus de chance. Les voilà, les Bradisaurus. Plutôt trapus, ils ont des pieds larges pour supporter leur poids qui pouvait atteindre une centaine de kilos pour les plus gros. Ils ont une queue courte, une petite tête, mais un corps massif et robuste. Un autre membre de la famille, bien plus imposant que notre Bradisaurus, est le Bunostegos. Cette fois, on s'approche des 600 kilos. Avant de poursuivre notre voyage dans le temps, tu dois rencontrer 2 familles très importantes. Elles sont emblématiques du Permien et ont marqué l'histoire de notre planète et du vivant. La première, ce sont les reptiles mammaliens. Au cours du Permien, à mesure que le climat s'asséchait, les pélicosaures déclinèrent au profit d'une autre lignée de synapsides mieux armés pour y résister.
les thérapsides, dont les caractéristiques morphologiques se rapprochaient davantage des mammifères. L'une de leurs lignées donnera d'ailleurs naissance à la famille des mammifères. Ils ont des dents différenciées, canines, incisives, molaires, prémolaires, des poils, comme le Cynognathus, des membres sous leur corps et non sur les côtés, ou encore une seule et unique fosse temporale. Si j'évoque le terme dents de sabre, tu songes sans doute au fameux tigre à dents de sabre. Mais je puis t'assurer que celui-ci, malgré ses canines impressionnantes, ne ressemble en rien au tigre. C'est plutôt un croisement entre une tortue et un cochon. Voici le Glanosuchus macrops. Il a un long museau et de grandes canines, mais il a également des incisives en forme de lame, 6 de chaque côté. Derrière les canines, 5 petites dents pointues complètent l'artillerie lourde de l'animal. Les narines sont quant à elles situées au bout du museau et dirigées vers l'avant. Cela devait être d'une aide précieuse durant la chasse. Si je souhaitais te montrer ce Glanosuchus macrops, c'est parce qu'il présente un intérêt particulier. Il permet d'étayer notre approche de l'évolution et de mieux comprendre comment celle-ci a opéré à la surface de la Terre. Tu ne peux pas le voir, pourtant, un changement important a eu lieu au niveau du squelette de certains animaux. Nous en sommes encore au stade précoce, mais c'est la première étape d'un changement important, l'oreille moyenne des mammifères. Les mammifères ont aujourd'hui 3 os essentiels dans l'oreille moyenne, le marteau, l'enclume et l'étrier. Il semblerait que ces derniers se soient formés à partir de l'os articulaire et de l'os carré de ces premiers thérapsides. La seconde famille iconique du Permien, c'est la famille des archosaures. Pourquoi les archosaures ? Parce qu'ils vont donner naissance aux dinosaures, aux crocodiles, aux ptérosaures et aux phytosaures. Ils ont tous pour ancêtre commun les archosaures. Alors, qui sont-ils ? La classification des archosaures repose sur des caractéristiques morphologiques partagées, telles qu'une fenêtre antéorbitaire, c'est-à-dire une ouverture latérale dans le crâne et située en avant des orbites, mais aussi des dents dentelées et une position verticale. Voici 2 d'entre eux, le Protorosaurus peneri d'abord. Très élancé, il ressemble à un lézard et a quelques similitudes avec le varan. Il a de longues pattes, un long cou et peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long. Malgré une belle dentition, il ne fait pas partie des carnassiers. Il se nourrit plutôt de cônes de conifères. Un autre membre du genre est caché un peu plus loin dans cette masse de végétation. L'Archosaurus rossicus est, quant à lui, bel et bien carnivore. Son allure est un peu particulière. Il a le corps qui s'apparente à celui d'un crocodile, tandis que la tête est finalement assez peu définissable. Il semble avoir une sorte de trompe, un peu comme celle d'un éléphant ou d'un fourmilier, mais dans le même temps, cette pseudo-trompe forme une bouche qui peut s'ouvrir et se fermer. De plus, lorsqu'il ouvre la gueule, tu peux voir que la mâchoire supérieure est constituée de 2 parties. L'une repose sur la mâchoire inférieure, l'autre dépasse de la lèvre inférieure. Les dinosaures ont sans aucun doute marqué l'histoire. Ils passionnent les foules dès le plus jeune âge. Nous sommes nombreux à être attirés par ces animaux. Leur extinction est un événement dont tout le monde a déjà entendu parler. Pourtant, cette extinction de masse est loin d'être la plus importante qu'ait connue notre planète. La plus grave a eu lieu maintenant, à la fin du Permien. Elle marquera le début du Trias et bouleversera tout jamais l'ordre des choses.
70% des genres terrestres et quasiment 95% des genres marins vont disparaître. L'origine du phénomène est encore floue, mais les éruptions volcaniques massives que tu devines au loin y sont sans aucun doute pour quelque chose. Dès lors, l'air s'est considérablement appauvri en oxygène. De grandes parties du sud de la Pangée étaient couvertes de glaciers, mais les conditions se sont considérablement réchauffées depuis les jaillissements volcaniques qui ont marqué le début triasique. Rien ne sera plus comme avant. Le changement est trop brutal et entraîne avec lui la disparition de nombreuses espèces. Les trilobites, pourtant abondants jusqu'ici, vont être éradiqués de la surface de la Terre. L'espèce s'est éteinte, comme beaucoup d'autres animaux marins. D'autres, s'ils n'ont pas disparu, ont été considérablement affectés. C'est le cas des constructeurs de récifs par exemple. De nombreuses espèces de coraux ne survivront pas. Les échinodermes, les ammonoïdes vont parvenir à survivre à la crise grâce à une petite poignée d'espèces. Chez les organismes unicellulaires et les foraminifères, les dégâts sont considérables. Sur Terre, le constat est tout aussi désolant. Près de 60% des tétrapodes ont disparu de la surface du globe, tout comme les grands herbivores qui ne résisteront pas aux conditions climatiques extrêmes et hostiles. Ils dépendent totalement des plantes pour survivre. Plus de végétation, plus de nourriture, c'est la mort assurée. Malgré tout, après cette crise biologique, la nature reprend peu à peu ses droits. Les températures augmentent et le paysage change. On peut voir apparaître des forêts bien plus vastes. Celles-ci sont situées près de l'équateur et profitent des moussons. Ce sont les premières forêts que l'on peut considérer comme tropicales. Les autres écosystèmes du monde entier sont devenus beaucoup plus secs, avec l'apparition de zones désertiques, ce qui a stimulé l'évolution de nouveaux types de reptiles mieux adaptés pour faire face au climat aride. La faune et la flore ne cessent d'évoluer. Nous entrons dans une nouvelle ère. Nous quittons le Paléozoïque qui débute au Cambrien et se termine au Permien pour entrer dans le Mésozoïque. Nous avons rendez-vous avec le Trias. Qu'attendons-nous pour reprendre la route? Trias, nous voilà! Nous entrons dans le Trias, une période qui débute il y a 252 millions d'années environ. La grande taille de la Pangée favorise un climat continental accentué. Il est marqué par des étés très chauds et des hivers particulièrement froids. Si la mousson s'installe dans la zone intertropicale, comme nous avons pu le voir précédemment, des zones arides et sèches s'étendent ailleurs sur le continent. Beaucoup d'espèces végétales et animales ne survivent pas à la crise permo-triasique. Les lycopodiales, les cicadales, les ginkgophytes et les glossoptérides parviennent à résister un temps. Mais au fil des millénaires, ils disparaissent eux aussi progressivement de la surface de la Terre, tout comme beaucoup d'amphibiens et de reptiles mammaliens. Les conifères, quant à eux, poursuivent leur chemin et constituent à présent l'essentiel du couvert végétal de notre Terre. Quant aux animaux, la végétation ayant changé, de nouvelles espèces font leur apparition. Si les amphibiens disparaissent peu à peu, les quelques survivants donneront naissance aux amphibiens modernes tels que les lysamphibiens. Les reptiles mammaliens sont quant à eux de moins en moins présents. Toutes ces espèces cèdent progressivement la place aux reptiles diaspides, et notamment aux archosaures, qui donneront à leur tour naissance à de nouvelles branches qui marqueront l'histoire du vivant. Les crocodiles, les ptérosaures et les dinosaures. Même si leur venue est très discrète pour le moment, quelques espèces de tortues et de mammifères vont également faire leur apparition. Les premiers mammifères sont de type marsupiaux.
On les appelle métatériens. Nous avons de nombreuses espèces à découvrir. Voyons tout cela de plus près. C'est parti! Que dirais-tu de débuter notre expédition par la rencontre des lysamphibiens? Ils ont une phase de vie aquatique lorsqu'ils sont encore des larves, puis une phase de vie terrestre. On peut les rencontrer près de ce cours d'eau. Ils n'apprécient que les eaux douces. À l'état larvaire, ils respirent grâce à leurs branchies. Puis, à l'âge adulte, les poumons prennent le relais, même s'ils peuvent également respirer par la peau. Comme tu le vois, ils ont 4 membres et font partie des vertébrés. Ce groupe comprend plusieurs branches, comme les gymnophiones, les batraciens, les salamandres, les anours, les grenouilles, les crapauds et les rainettes. Voici l'un des vétérans du groupe des lysamphibiens. À ce jour, il est le plus ancien connu des scientifiques. C'est un Triadobatrachus massinoti. Il ressemble beaucoup à une grenouille et mesure environ 10 cm. Autre doyen dans sa catégorie, le Prêtorosuchus. Il fait quant à lui partie des archosauriformes. Tiens, regarde, voici un Prêtorosuchus fercusi. Tu le vois? Il se déplace en direction de... Il a une grosse tête et un museau un peu crochu. Comme tu peux le voir, sa position est tentaculaire. Les membres ne sont pas situés sous son ventre, mais plutôt sur le flanc, d'où cette démarche particulière. Celle-ci ne l'empêche pas pour autant de se tenir en embuscade, afin de débusquer ses proies. C'est un prédateur accompli. Il est également équipé d'une vision mésopique, c'est-à-dire qu'il peut voir à la fois dans la lumière vive du jour, mais également dans la pénombre. Laissons-le à sa partie de chasse. Un autre prédateur nous attend un peu plus loin. Il fait partie du groupe naissant des crocodilomorphes. Lorsque l'on évoque les crocodiles aujourd'hui, on a l'image d'un animal assez trapu, peu actif, sauf en cas de chasse, et plutôt adapté à une vie aquatique et marine. Mais aux prémices du Trias, les espèces formant le groupe des crocodilomorphes étaient bien plus variées qu'aujourd'hui, et leur silhouette était bien différente. Ils sont plus petits, mais aussi plus légers et plus actifs. Regarde, ce lézard géant et filiforme en fait justement partie. C'est un Terrestrisuchus gracilis. Il est vrai que son apparence laisse plutôt penser à un lézard qu'à un crocodile. Pourtant, il fait bel et bien partie de ce groupe. Il mesure environ 1 mètre pour une quinzaine de kilos à peine. Il a de longues pattes, fines et musclées. Pour maintenir l'équilibre, il cède de sa queue. En termes de taille, elle représente le double de son corps. Depuis le début de notre voyage, nous avons eu l'occasion d'observer bon nombre d'espèces végétales et animales. À travers ces observations, nous avons tenté d'analyser et de comprendre le cheminement de l'évolution pour déterminer les changements qui se sont opérés au cours du temps. D'observations en question, nous sommes parvenus à trouver quelques éléments de réponse. Maintenant que tu es presque un expert, es-tu prêt pour entamer ce processus de réflexion seul? Alors, en regardant d'un peu plus près ce Terrestrisuchus gracilis, que pourrais-tu ajouter sur la forme et la position de ses pattes? Le premier élément est la posture. Les pattes sont positionnées directement sous le corps, ce qui a un impact sur la démarche, mais aussi sur les possibilités de déplacement. Ensuite, les pattes postérieures sont légèrement plus longues que les pattes antérieures. Si on ajoute à cela une musculature importante, on obtient un roi de la course. Bien, comme il est clair que nous ne pourrons pas rivaliser en termes de vitesse avec ce crocodilomorphe, je crois qu'il est temps maintenant pour nous de poursuivre notre périple. Que dirais-tu de partir à la découverte d'une autre branche née des archosaures?
les ptérosaures. Les ptérosaures sont des reptiles volants. Tu te rends compte du cheminement parcouru? Il a fallu beaucoup de temps pour que l'évolution permette aux animaux de coloniser la Terre, mais très peu d'entre eux jusqu'ici n'étaient encore parvenus à conquérir le ciel. Les raisons de cette petite prouesse sont encore mystérieuses. On ne sait toujours pas comment s'est fait le passage d'un ancêtre terrestre et probablement bipède à celui d'animaux volants et quadrupèdes liés à des écosystèmes très particuliers. Certains d'entre eux étaient de vrais rois des airs. D'autres, en raison de leur taille imposante, parvenaient à se mouvoir dans le ciel avec plus de difficulté et cela leur demandait une énergie considérable. Je pense aux Quetzalcoatlus et Atzecopteryx, qui sont des reptiles volants de très grande taille. Osriadactylus est quant à lui l'un des premiers ptérosaures. Il mesure environ 90 cm de long et pèse 15 kg. Lorsqu'il déploie ses ailes, on s'approche des 120 cm d'envergure. Ce qui le caractérise, c'est sa crête sur l'avant du crâne. Il a aussi une longue queue qui lui sert de gouvernail. Il est en quelque sorte le croisement entre une chauve-souris géante et un loup avec une longue queue. Le Quetzalcoatlus northropy est apparu plus tard lorsqu'il survolait le sol terrestre, à l'époque du Crétacé. Celui que tu vois là ressemble un peu à une cigogne avec son long cou. Tu te demandes sûrement combien mesure l'envergure de ses ailes. Je ne vais pas te laisser languir plus longtemps. Elle peut atteindre 10 mètres. Côté régime alimentaire, c'est difficile de déterminer quel était son menu favori. Si au départ on a pensé aux poissons, il s'avère que ce géant du ciel préférait sans doute les carcasses de petits animaux terrestres. Nous ne pouvons pas traverser dans le Trias sans rencontrer un membre de la famille des Euparkerias. Viens, nous devons nous déplacer et entrer aux abords de cette végétation épaisse si nous voulons rencontrer l'un d'eux. Tiens, le voilà, là, à quelques mètres seulement de nous. Il se déplace et semble s'approcher de nous. Restons un peu en retrait. C'est un quadrupède et il semble remplir toutes les caractéristiques requises pour donner naissance au futur dinosaure. Celui-ci est un Euparkeria capensis, pour être tout à fait précis. Comme tu peux le voir, il est effectivement quadrupède et il a des membres semi-dressés. Si tu es observateur, tu noteras également que les membres postérieurs sont légèrement plus longs que les membres antérieurs. Certains chercheurs avancent l'idée qu'il aurait pu être bipède de temps en temps lorsque sur le fait qu'il maîtrise parfaitement la mobilité de ses membres dans tous les cas. Maintenant que tu as pu voir un Euparkeria, il serait temps de rencontrer nos premiers dinosaures. Que dirais-tu de commencer par l'un des plus anciens d'entre eux, le Nyasasaur? Il fait partie de la famille des dinosauriformes. Je te présente Nyasasaurus parringtoni. Il mesure 2 à 3 mètres de long. Et s'il se tient sur ses 2 pattes arrière, ce n'est pas pour te saluer. Ses pattes avant sont plus courtes. Sa queue lui permet de maintenir l'équilibre. Les dinosaures vont former 2 grandes familles dans un premier temps. Celui des saurichiens, que nous allons voir maintenant, et les ornithichiens, que nous rencontrerons un peu plus tard. Dans la famille des saurichiens, il y a le musor. L'animal que tu vois juste devant toi mesure à peine 20 cm, et c'est un Musorus patagonicus. Mais ne te fie pas à sa petite taille. Celui-ci n'est qu'un bébé. Adulte, il peut atteindre 3 mètres. Certains atteignaient même les 6 mètres de long. La mère de ce jeune musor ne doit pas être très loin. Restons prudents. Entends-tu ce bruit sourd? Sens-tu ces vibrations sur le sol? Un autre animal est en approche et il ne fait pas partie des pois-plumes. Le voilà.
C'est un Liliensternus. Il mesure près de 6 mètres de long et doit dépasser aisément les 2 mètres de haut. Il a une petite crête sur le crâne et des dents plutôt bien aiguisées. Il est en chasse, restons ici. Il poursuit ce ptérosaure, un reptile volant aux abords de la rivière. Il n'a aucune chance de s'en tirer vivant. Après cet épisode de chasse, que dirais-tu de nous mettre en sécurité à la recherche d'un herbivore ? Rebroussons chemin. L'animal que je cherche est particulier. Son nom signifie reptile plat. Ce mastodonte peut atteindre 8 mètres de long et peser jusqu'à 4 tonnes. Pourtant, ce géant terrestre se nourrit exclusivement de végétaux. Son long cou lui permet d'atteindre les feuilles fraîches et tendres des arbres situés à 3 ou 4 mètres du sol. Regarde, le voilà. C'est un platéosaure. Il allonge son cou ou se tient quelques minutes sur ses pattes arrière pour atteindre les meilleures feuilles. Regarde, l'un de ses congénères situé à quelques mètres de lui avale quelques pierres. Il n'est pas fou, rassure-toi. Il avale ces pierres afin de l'aider à broyer la nourriture dans son estomac. On appelle ces pierres des gastrolites. Nous allons laisser ce platéosaure déguster son repas bien mérité et poursuivre notre route. Elle nous mène tout droit au Jurassique. Nous voici enfin arrivés au Jurassique, entre 201 et 145 millions d'années. Nous avons traversé des millions d'années pour enfin parcourir cette période extraordinaire. C'est à ce moment-là que la Pangée a commencé à se disloquer. L'eau commence à envahir les continents, ce qui favorise le développement de la faune et la flore marine. Sur Terre, de nouvelles formations montagneuses sculptent une nouvelle silhouette de la Terre. Étudions d'un peu plus près la végétation qui nous entoure. On retrouve les fougères à graines et les conifères. Mais, comme tu peux le voir, ces espèces se sont beaucoup diversifiées. Le couvert végétal est plus dense, plus épais, plus abondant et plus riche. Il y a certains arbres devant nous que tu pourrais rencontrer à notre époque actuelle, comme le cycas, l'Araucaria, l'if, le séquoia ou encore le ginkgo. Mais ils ne sont pas les seuls à occuper le sol. Un peu plus loin, tu peux voir des plantes de la famille des bénétitales et des caïtoniales. En observant cette forêt, n'as-tu rien remarqué ? Regarde d'un peu plus près les arbustes devant toi. Je crois que nous sommes de passage à la bonne saison. Nous avons de la chance. Tu peux voir l'une des toutes premières plantes à fleurs, les angiospermes. Celle qui est de type arbuste est une Benetitiale villandiella. Celui qui a une forme de palmier allongé est une Benetitale williamsonia. Et enfin, le palmier bas et trapu est un Cicadeidea. Les fleurs renferment les appareils reproducteurs de la plante, contenant généralement les parties mâles et les parties femelles, sauf dans certains cas. Les grains de pollen sont, comme c'est encore le cas aujourd'hui, transportés par le vent ou les insectes. As-tu remarqué en haut des cimes de ces arbres qu'un reptile volant était en chasse ? La famille des ptérosaures est encore très présente au Jurassique. Celui que tu vois là est sans doute un Rhamphorhynchus. Son nom signifie museau à bec. Il a une bouche pleine de dents en forme d'aiguille et inclinée vers l'avant. La pointe de sa bouche est incurvée, pointue et forme une sorte de bec, d'où son nom. Pour la première fois depuis notre départ, nous avons affaire à un prédateur exclusivement piscivore. Regarde, notre Rhamphorhynchus muensteri s'approche de l'eau. L'heure du repas a sonné. Il nage quelques minutes. Il va attaquer d'une seconde à l'autre. Je vois qu'il n'est pas seul.
il y a de nombreux autres reptiles volants qui rôdent aux alentours. Regarde, ils sont bien plus petits. Ce sont des Pterodactylus anticus. Tu dois sûrement le connaître sous le nom de ptérodactyle. Ce carnivore s'attaque principalement aux poissons, mais il lui arrive de jeter son dévolu sur de petites proies terrestres. Fixe ton regard sur le ptérodactyle perché sur ce rocher. Tu le vois battre des ailes sur place ? Il semble les ouvrir en grand, rien que pour nous. C'est l'occasion rêvée. Cela nous permet de mieux apprécier les détails de sa morphologie. Comme tous les ptérosaures, notre reptile volant a des ailes formées par une membrane cutanée et musculaire. Elle s'étend de son 4e doigt jusqu'à ses membres postérieurs. D'ici, tu peux voir sa petite crête en tissu mou au-dessus de sa tête. Cela signifie qu'il doit s'agir d'un adulte. Les juvéniles en sont dépourvus. Les ptérodactyles développent cette excroissance de tissu mou lorsqu'ils sont plus âgés. Certains scientifiques pensent que cet atout, avant tout esthétique, devait jouer un rôle durant la parade nuptiale pour trouver sa belle. Lorsqu'il ouvre la gueule, on voit qu'il a une armée de petites dents prêtes à en découdre avec sa prochaine victime. 90 dents fines et coniques, ça fait quelques lames tranchantes. Il est temps pour nous de nous éloigner du lac et de nous enfoncer un peu plus vers l'intérieur des terres, dans la forêt. Te souviens-tu que nous avons évoqué 2 familles de dinosaures ? Commençons par la famille des orichiens. Il y a 2 spécimens dont tu as déjà dû entendre parler, le Diplodocus et le Brachiosaure. Voici un troupeau de Diplodocus. Ils vivent en groupe de 20 à 30 individus pour se protéger des prédateurs. Son long cou mesure plus de 6 mètres à lui tout seul. Depuis le sommet de sa tête jusqu'à l'extrémité de sa queue, il y a 35 mètres. Eh oui, c'est un sacré animal. Il se nourrit pourtant exclusivement de feuilles et de petites plantes comme les fougères que tu peux voir ici et là. Comme quoi le régime végétarien a du bon. Il ne fait pas partie de la même famille, mais il a pourtant quelques caractéristiques communes avec le Diplodocus. C'est le Brachiosaure. On les confond d'ailleurs souvent. Celui qui est situé sur notre gauche est un Brachiosaure altithorax. Lui, c'est un goulu. Il se nourrit autant de plantes basses comme celles des cycas que des feuilles de conifères et de fougères arborescentes. Généralement, les brachiosaures se déplacent également en troupeau. Les plus jeunes sont ainsi protégés des prédateurs, en restant au centre du groupe. Leur queue servant de balancier est nécessaire à leur équilibre, mais elle pouvait également, en cas de danger, se transformer en fouet mortel. Il mesure environ 25 mètres de long, 12 mètres de haut et pèse sûrement entre 30 et 35 tonnes. Son cou compte 12 vertèbres. Et oui, malgré la longueur du cou, les vertèbres ne sont pas très nombreuses. En revanche, elles mesurent environ 70 cm chacune. Attention, voilà un allosaure. Comme tu t'en doutes, celui-ci n'a rien d'amical. C'est le prédateur le plus courant dans la région. L'espèce s'est largement développée aux 4 coins du monde, mais elle préfère les environnements semi-arides et les plaines inondables avec des saisons humides et des saisons sèches. Il a un cou, un crâne étroit et allongé, et un corps imposant et robuste. Il n'est pas question de s'attarder trop longtemps, mais regarde ses pieds. Il a 3 orteils porteurs et un ergot intérieur. Il peut courir avec aisance et atteindre les 55 km/h. Voici un autre bipède, marchant sur de solides membres postérieurs, courts et robustes. Il s'agit d'un Megalosaurus. Il est au sommet de la chaîne alimentaire et redouté de tous. Il a de longues dents recourbées et il sait parfaitement s'en servir. Nous devrions profiter d'un moment d'inattention du prédateur pour nous éclipser et partir en quête des dinosaures ornithichiens. Commençons par le scutellosaure. La particularité de ce dinosaure réside dans son blindage.
Il a le corps recouvert d'ostéoderme, c'est-à-dire des dépôts osseux formant des écailles, des plaques ou encore une structure bosselée basée sous le derme. Le blindage de notre spécimen est plutôt léger, il n'entrave pas ses mouvements. Le stégosaure, quant à lui, se caractérise par des plaques osseuses importantes. Il possède 2 rangées de plaques tout au long du dos, de la tête jusqu'au bout de la queue. Tu n'as rien à craindre de lui, c'est un herbivore. Il vit aux côtés des diplodocus, des brachiosaurus et des apatosaurus. Si son blindage osseux est un atout pour se défendre contre les prédateurs à l'âge adulte, au stade infantile et juvénile, il est une proie parfaite pour les allosaurus et les ceratosaurus. Voici un cantrosaurus, il fait partie des dinosaures herbivores stégosauriens. Il est plus petit et son armure est un peu différente, mais on reconnaît les principales caractéristiques du stégosaurus. Tiens, voici un dinosaure plutôt surprenant. Il s'agit d'un dryosaurus. Il fait partie de la classe des iguanodontes. Il apprécie particulièrement les environnements forestiers. Il a un long cou, mais aussi de longues pattes fines et une queue raide. On le reconnaît également avec la présence de ses 5 doigts à chaque main. Il partage son habitat avec des herbivores tels que le Nanosaurus et le Stegosaurus, mais aussi avec les premiers mammifères comme les docodontes. Si bon nombre d'entre eux sont des insectivores et vivent au sol, d'autres, comme le Castoracoda, étaient sûrement des êtres semi-aquatiques. Pour les observer, nous devons nous approcher des cours d'eau. Ils se nourrissaient peut-être d'insectes comme cette libellule Tarsophlebia, mais aussi de poissons. Un autre mammifère ressemblant à un rongeur appréciait la forêt, c'est le Multiberculata. Il peut aussi bien se nicher dans un terrier que vivre dans les arbres. Un peu plus loin, c'est un Taeniolabis, l'un des représentants de cette famille et sans doute le plus grand de tous. Il est temps pour toi de découvrir d'autres familles animales et notamment les mammifères. Dans la catégorie des premiers mammifères, je te présente le Triconodonta. C'est un tout petit mammifère insectivore. Certains d'entre eux sont des mammifères venimeux. Soit ils utilisent leur venin pour neutraliser des proies, soit ils l'utilisent pour se défendre comme des prédateurs. D'autres arborent une fourrure. Les poils sont encore rares, mais des espèces comme le Volaticotherium, ce petit mammifère planeur que tu vois juste là, en sont dotés. Avant de quitter le Jurassique, j'aimerais te faire découvrir un dernier groupe, celui des dinosaures presque oiseaux. Ils représentent la clé du passage de dinosaure à oiseau. Regarde cet Anchiornis. Il possède 4 ailes et sans doute énormément de plumes. Il mesure 12 cm de haut à peine, mais il a déjà des caractéristiques propres aux oiseaux. Examine ses cuisses. Elles ressemblent à celles d'une poule. Il a également ce que l'on pourrait définir comme des coussinets sous les pattes et sa queue est élancée. J'aimerais que tu scrutes le ciel à la recherche d'un autre volant. Il s'agit de l'Archéoptérix. C'est un animal important car il deviendra sans doute l'ancêtre de nos oiseaux dans le futur. Le volatile qui est un peu plus grand que l'Anchiornis, environ 50 cm de long, tu ne peux pas le manquer. Tiens, le voici, le chaînon manquant entre les dinosaures et les oiseaux, l'Archéoptérix. Il a de longues plumes, notamment sur les extrémités des ailes et des pattes et en duvet sur tout le reste du corps. Les rémiges, ces grandes plumes au niveau des ailes qui permettent aux oiseaux de voler, étaient asymétriques, comme celles des oiseaux actuels. Il peut donc voler, ou du moins planer. Même si le balai est très joli à voir, nous allons quitter ces dieux du ciel pour voler vers le Crétacé, notre destination finale. Nous voilà arrivés aux prémices du Crétacé, il y a 145 millions d'années. Le couvert végétal est sensiblement le même. On retrouve encore beaucoup de conifères, même s'ils cèdent progressivement la place aux plantes angiospermes, les plantes à fleurs que nous avons pu voir au Jurassique. Le développement de ces plantes à fleurs favorise l'expansion des mécoptères et des coléoptères, les premiers insectes pollinisateurs. Les petits coléoptères fréquentent beaucoup les cycas.
Les mécoptères, quant à eux, apprécient les lieux ombragés et se déplacent sur les végétaux. Ils se nourrissent de charognes et d'insectes. Les hyménoptères, comme les abeilles, apparaissent aux côtés des papillons. Ils jouent un rôle essentiel dans la pollinisation et donc sur le développement de la végétation. D'autres espèces emblématiques du Crétacé ont fait leur apparition. Comme tu t'en doutes, ils font partie de la grande famille des dinosaures. Là encore, nous allons évoquer les deux grandes branches de dinosaures que nous avons déjà étudiées au Jurassique. Chez les ornithischiens, il y a le Mayasaure. Il n'est pas aussi connu que le Tricératops ou le Tyrannosaure, pourtant il a marqué la période du Crétacé. C'est un dinosaure herbivore. On le reconnaît à son museau en forme de bec de canard. Le Mayasaure vit en troupeau. Suivons ces traces, elles devraient nous mener jusqu'à eux. Les voici, les Mayasaures. Ils sont très populaires pour leur parentalité exemplaire. Regarde, voici l'espace dédié à la nidification. Tu peux voir une dizaine de nids, assez proches les uns des autres. Le Mayasaure concevait des nids élaborés et s'occupait de sa progéniture, mais pas seulement. C'est l'un des tout premiers animaux à fonctionner ainsi. Ce que tu vois là, c'est une nidification coloniale. Les uns protègent les autres et augmentent ainsi les chances de survie du groupe. Lorsque les petits sortent de leur coquille, les adultes se relaient pour éduquer et protéger les plus jeunes. Il y a un autre fait dont j'aimerais te parler à propos de ces dinosaures. Contrairement à la majorité d'entre eux, le Mayasaure ne se couche pas sur les œufs durant la nidification. Il prépare minutieusement son nid avec différents matériaux végétaux afin d'apporter la chaleur et la protection nécessaires au développement de leurs petits. La jeune femelle que tu vois là s'active justement à la conception de son nid. Une femelle pouvait pondre jusqu'à 30 œufs simultanément. Il faut donc un espace assez conséquent pour accueillir tout ce petit monde. Les Mayasaures vivent en troupeau. Ce ne sont pas les premiers herbivores que nous avons vus fonctionner ainsi. Cependant, rares sont ceux dont le groupe était aussi important que celui que nous avons sous les yeux. Certains groupes vont d'une centaine à des milliers d'individus. Le besoin alimentaire devait être très important pour un groupe d'une telle envergure. Pour y répondre, notre troupeau doit être nomade et effectuer des migrations saisonnières. Dans la famille des ornithischiens, il y a le dinosaure que tu connais bien. C'est le Tricératops. Même si tu sais qu'il est herbivore, il n'en reste pas moins impressionnant. Approchons-nous un peu pour en apprendre davantage. Du haut de ses 3 mètres de large et ses 9 mètres de long, il en impose. Il est aussi lourd qu'un camion. Rien que son crâne est impressionnant. Il a d'ailleurs le record du crâne le plus large de tous les dinosaures, 2,5 mètres de largeur. On le reconnaît facilement grâce à ses 3 cornes et à sa collerette osseuse. Les 2 premières cornes, situées sur le front, sont les plus longues et mesurent environ 1 mètre. Durant de nombreuses années, les scientifiques ont débattu au sujet des Tricératops et des Taurosaurus. Tu peux d'ailleurs voir l'un d'entre eux en arrière du groupe. Le Taurosaurus a une collerette avec 2 grands cercles de chaque côté. Lorsque l'on observe les squelettes de ces dinosaures, on peut alors voir qu'il y a effectivement des trous dans la collerette. Selon les dernières études, le Tricératops serait finalement la forme juvénile du Taurosaurus, mais le débat est toujours ouvert. Des juvénules un peu plus âgés montrent les signes du développement de cette fameuse collerette avec des trous. Après avoir partagé un moment avec ces herbivores, nous devons maintenant prendre notre courage à 2 mains et nous approcher d'un peu plus près des carnivores. Certains d'entre eux sont en approche. La faim les anime. Nous allons changer de régime alimentaire, mais également de branche, puisque la majorité d'entre eux font partie des saurichiens. On évoque beaucoup le Tyrannosaurus rex lorsqu'il s'agit d'étudier les dinosaures.
Sa tête massive, sa mâchoire puissante et ses soixantaines de dents redoutables ont fait de lui l'un des prédateurs les plus connus du Crétacé. Mais il n'était pourtant pas le plus grand. Regarde ce Spinosaurus. Il porte un voile de peau soutenu par des épines osseuses tout le long de la colonne vertébrale et dépasse en longueur le tyrannosaure de près de 3 mètres. Haut de 6 mètres, il peut atteindre plus de 15 mètres de long et peser jusqu'à 12 tonnes. Tous les carnivores ne sont pas aussi impressionnants et ne rivalisent pas en termes de poids ou de hauteur. Le Huaxaniatus, par exemple, est beaucoup plus petit. Il mesure moins de 1 mètre de haut et presque 2 mètres de long. Les membres antérieurs sont plus développés que les membres postérieurs. Il s'appuie sur cet atout lors de ses parties de chasse pour capturer ses proies, des petits reptiles, mais aussi des mammifères comme ce Zangeotherium. Le Sinosauropteryx, le dinosaure qui arbore une tête avec un masque noir et une queue à rayures, mesure à peine plus d'1 mètre de long et partage le même régime alimentaire que le Huaxaniatu. Sa robe lui sert de camouflage. Il se tient en embuscade pour mieux surprendre ses proies et les capturer. La nature et l'évolution permettent à chaque animal de s'adapter au mieux à son environnement afin d'augmenter ses chances de survie. Il y a un autre animal emblématique du Crétacé qui a marqué les esprits. Il serait le plus intelligent des dinosaures. C'est sans doute vrai, car comparativement aux autres dinosaures, la taille de son cerveau était bien plus importante proportionnellement au reste de son corps. Mais c'est loin d'être la seule chose qui le rend unique. Il a une vision binoculaire avancée. Contrairement à d'autres dinosaures, il peut mieux cibler ses proies, même lorsque celles-ci sont vives et tentent de lui échapper. Tu peux voir ici un nid de troodons, et chez eux, c'est le mâle qui couve. Si les dinosaures pondent des œufs, les mammifères placentaires, quant à eux, se développent de plus en plus. Eomaia scansoria fait partie de ces petits mammifères vivipares. Les petits sont encore très précoces à leur naissance et très peu développés. Nous sommes encore aux prémices des mammifères placentaires. Adultes, l'Eomaia mesure 10 cm de long tout au plus. On peut voir que ses pieds sont formés de petits os et de cartilage pour faciliter la mobilité. Si tu t'approches d'un peu plus près, tu pourras voir qu'il arbore également un joli pelage. Un peu plus loin, c'est un Cynodelphis salaillé. Il n'est actif que la nuit. Cela nous laisse l'occasion de l'observer d'un peu plus près durant sa phase de repos. Il a une longue queue et un museau allongé. Ses pieds et ses mains ressemblent beaucoup à celles des opossums. Cela lui permet d'escalader et de s'agripper dans les arbres. Cette aptitude lui a permis d'échapper à de nombreux prédateurs au sol. C'est sur ce petit Cynodelphis endormi que nous devons nous quitter. Notre voyage touche à sa fin. Il n'en a sans doute pas conscience, mais une terrible crise biologique est en approche. Elle survient 66 millions d'années avant nous. 2 hypothèses sont avancées. La première évoque la chute d'une météorite géante dans l'actuel Yucatan. Elle va causer des dégâts colossaux. Les traces de cette catastrophe sont encore visibles aujourd'hui grâce à l'existence du cratère Chicxulub au nord de la péninsule du Mexique. Il mesure près de 180 km de diamètre. Imagine la puissance de l'impact et les déflagrations que les animaux ont pu ressentir à ce moment-là. La stupeur, l'incompréhension, puis la terreur. La collision a entraîné de violents incendies et des émissions de particules dans l'atmosphère. Plus rien ne laissait passer les rayons du soleil. Or, la lumière est essentielle pour la photosynthèse des plantes. La chaîne alimentaire est rapidement brisée. Une seconde hypothèse parle également d'éruptions volcaniques importantes aux trappes du Deccan en Inde. Là encore, des particules de gaz seront rejetées dans l'atmosphère. Le climat change trop brutalement pour que la majorité des espèces terrestres puissent s'adapter.
D'autres scientifiques considèrent quant à eux les deux événements dans leur ensemble. Les conséquences sont dramatiques, violentes et brutales. Pourtant, quelques animaux parviendront à s'en sortir. Si les omnivores et les charognards sont sans doute les mieux équipés pour survivre, on retrouve les crocodiles, les serpents, quelques lézards, des tortues, mais aussi certains mammifères. Un chapitre se termine, mais un autre débute. L'histoire de la vie est loin d'être terminée et beaucoup de surprises et de découvertes nous attendent ailleurs.